Je ne sais pas trop comment commencer, mais j'ai besoin de vider mon sac. Je m'appelle Alex, et j'ai grandi dans un petit village où tout le monde se connaissait. On pourrait penser qu'un tel environnement serait synonyme de soutien et d'affection, mais pour moi, ce fut tout le contraire. Dès mon plus jeune âge, j'étais différent. Je ne m'intéressais pas aux choses qui intéressaient les autres enfants. Tandis qu'eux étaient enthousiastes à l'idée de travailler dans les fermes familiales ou sur le ferry local, je passais mon temps à lire des livres et à rêver d'explorer le monde au-delà de notre village. Mes parents, surtout mon père, n'ont jamais compris cela. Dans notre famille, la tradition était tout, et tous les hommes avaient travaillé sur le ferry pendant des générations. Mon père, John, était un homme dur. Il croyait en la discipline et au travail acharné, et il attendait que je suive ses traces sans broncher. Ma mère, Suzanne, était plus compréhensive, mais elle espérait quand même que je reste et que je contribue à l'entreprise familiale. Mon frère aîné, Marc, était l'enfant chéri. Il a embrassé la tradition familiale à bras ouverts et travaillait déjà sur le ferry quand j'avais 10 ans. Dès mon jeune âge, il était clair que je ne rentrais pas dans le moule. Mon père se moquait souvent de mes centres d'intérêt, me traitant de rêveur déconnecté de la réalité. À l'école, les choses n'étaient pas meilleures. Les autres enfants suivaient l'exemple de leurs parents, me voyant comme un étranger. Je me souviens d'un événement particulièrement humiliant en 5e année. Nous avions un projet scolaire sur nos futures carrières. Tandis que les autres enfants parlaient de travailler sur le ferry ou de reprendre la ferme familiale, j'ai parlé de devenir ingénieur et de construire des ponts. La maîtresse, Madame Harper, a souri poliment, mais j'ai pu voir le scepticisme dans ses yeux. Les autres enfants se sont moqués, et l'un d'eux, Jake, s'est moqué. Tu te crois meilleur que nous? Le collège a été encore pire. À ce moment-là, le fossé entre moi et les autres était devenu un abîme. J'étais sans cesse harcelé. On m'appelait le citadin à cause de mes rêves de partir et de faire quelque chose de moi-même. Le pire, c'est que mon père semblait encourager ce comportement, pensant que cela me rendrait plus dur et me ramènerait à la réalité. Je me souviens d'un jour où je rentrais de l'école à pied quand Jake et ses complices m'ont sauté dessus. Ils m'ont assez violemment frappé, et quand je suis arrivé à la maison couvert d'ecchymoses, mon père m'a simplement regardé et m'a dit « Peut-être que ça t'apprendra à arrêter de rêver et à commencer à travailler ». Les mauvais traitements émotionnels et physiques ont eu leur effet. Je suis devenu renfermé et je passais la plupart de mon temps caché dans ma chambre, à lire et à planifier mon évasion. Ma mère a essayé de me consoler, mais elle était impuissante contre la volonté de faire de mon père. Le seul réconfort que j'ai trouvé a été dans mes études. J'ai travaillé dur et j'ai réussi à obtenir une bourse pour une université dans un autre pays. Quand je l'ai annoncé à mes parents, mon père a explosé. Il m'a traité de traître, disant que j'abandonnais ma famille et mes responsabilités. Mon frère, Marc, n'a pas été meilleur. Il m'a accusé d'être égoïste et de lui laisser toute la charge des responsabilités. La veille de mon départ, mon père est entré dans ma chambre. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait dire quelque chose de gentil ou de réconfortant, mais au lieu de cela, il m'a regardé avec un regard froid et dur et m'a dit « Tu sors par cette porte et tu cesses d'être mon fils ». Ces mots m'ont blessé plus que n'importe quel coup de poing ou coup de pied, mais je ne les ai pas laissés me retenir. J'ai quitté ce petit village et je n'ai jamais regardé en arrière. L'université a été une bouffée d'air frais. J'étais enfin entouré de personnes qui partageaient mes centres d'intérêt et mes rêves. J'ai beaucoup étudié et j'ai obtenu mon diplôme avec mention, obtenant un emploi dans une prestigieuse entreprise d'ingénierie. Le travail était stimulant, mais j'adorais chaque minute. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'appartenir quelque part. Au fur et à mesure que je progressais dans ma carrière, j'ai saisi chaque occasion pour avancer et grandir. J'ai déménagé dans une ville animée où le domaine de l'ingénierie était florissant. J'ai travaillé sur plusieurs projets de grande envergure, chacun plus stimulant et gratifiant que le précédent. J'ai voyagé dans différents pays, apprenant de nouvelles techniques et rencontrant des esprits brillants dans le domaine. Enfin, j'ai fondé ma propre entreprise d'ingénierie, qui a rapidement grandi grâce à une combinaison de travail acharné et de conception innovante. L'un des projets les plus significatifs que j'ai entrepris a été la construction d'un pont massif dans un pays en développement. C'était un projet qui nécessitait non seulement une expertise technique, mais aussi une sensibilité culturelle et des compétences de leadership.
J'ai passé des mois à vivre sur place, travaillant aux côtés d'ingénieurs et d'ouvriers locaux. Nous avons été confrontés à d'innombrables défis, allant de cauchemars logistiques à des obstacles politiques, mais nous avons persévéré. Le pont est devenu un symbole de progrès et d'espoir pour la communauté, et ce fut l'un des moments de fierté les plus importants de ma carrière. Malgré mon succès, je pense souvent à ma famille dans ce petit village. Je me demande s'ils pensent parfois à moi, s'ils regrettent un jour la façon dont ils m'ont traité. On m'a dit que l'entreprise de ferry ne se portait pas très bien, et que Marc avait du mal à la maintenir à flot. Une partie de moi se sent coupable de m'être enfuie, mais une autre partie sait que je devais partir pour survivre. J'ai essayé de garder un certain contact avec ma mère au fil des ans. Elle m'envoie des emails occasionnels, me mettant au courant des événements familiaux et me posant des questions sur ma vie. Notre relation reste tendue, principalement en raison de l'influence persistante de mon père et du ressentiment de mon frère. J'ai fait mon deuil du fait que je n'aurai peut-être jamais une relation étroite avec eux, mais j'ai construit une vie dont je suis fière. Maintenant, alors que j'écris ceci, je réalise que mon voyage est loin d'être terminé. J'ai construit une vie pour moi, mais les cicatrices de mon passé persistent encore. Je ne suis pas sûre de savoir si je guérirai un jour complètement, mais partager mon histoire est un pas dans la bonne direction. Peut-être que quelqu'un lira ceci et trouvera la force de poursuivre ses propres rêves, quels que soient les obstacles. Il y a un certain temps depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses se sont passées depuis. Après avoir quitté mon petit village et construit une carrière réussie, ma vie a pris quelques tournants inattendus, et je veux les partager avec vous. Ma carrière a continué à prospérer et mon entreprise d'ingénierie a rapidement pris de l'ampleur. Nous avons entrepris des projets plus grands et plus complexes, et je voyageais constamment pour le travail. C'est lors d'un de ces voyages que j'ai rencontré quelqu'un qui allait changer ma vie à jamais. Elle s'appelait Émilie. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence à Paris. C'était une architecte d'un autre pays et nous avons immédiatement sympathisé grâce à notre passion commune pour la conception et la construction. Émilie était brillante, motivée et avait un sens de l'aventure qui correspondait au mien. Nous avons passé toute la conférence ensemble, discutant de projets, d'idées et de nos rêves pour l'avenir. À la fin de la semaine, je savais que j'avais trouvé quelqu'un de spécial. Après la conférence, Émilie et moi sommes restés en contact. Nous nous appelions tous les jours, partageant nos vies et notre travail. Malgré la distance, notre relation s'est renforcée. Je me suis retrouvée à voler dans son pays chaque fois que je le pouvais, et elle faisait de même. Nous avons exploré de nouveaux endroits, travaillé sur des projets communs et soutenu les carrières de l'autre. 1 an plus tard, nous avons décidé de franchir le pas suivant. Émilie a déménagé dans ma ville et nous avons acheté une maison ensemble. C'était une belle maison ancienne avec beaucoup de caractère et de potentiel. Nous avons passé les week-ends à la rénover, à en faire la maison de nos rêves. Notre vie ensemble était trépidante mais épanouissante. Nous étions tous les deux passionnés par notre travail et nous collaborions souvent sur des projets, combinant nos compétences pour créer quelque chose d'unique. Notre relation n'a pas été exempte de défis. Trouver un équilibre entre 2 carrières exigeantes tout en maintenant une relation saine demandait des efforts et de la communication. Il y a eu des moments où le travail a été prioritaire et nous avons dû nous rappeler de nous consacrer du temps l'un à l'autre. Mais malgré tout, notre amour et notre respect mutuel nous ont maintenus sur la bonne voie. Après 3 ans de fréquentation, j'ai demandé Émilie en mariage lors d'un voyage à Santorin. C'était un après-midi parfait, avec le coucher de soleil sur la caldeira. Elle a dit oui et nous avons passé le reste du voyage à célébrer nos fiançailles. Nous avons planifié un petit mariage avec des amis et des proches, en veillant à ce qu'ils reflètent nos personnalités et nos valeurs. La journée a été parfaite, pleine d'amour, de rire et de la promesse d'un avenir ensemble. Au fur et à mesure que nos carrières progressaient, nous avons été confrontés à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités. Émilie est devenue associée de son cabinet d'architecture et j'ai étendu mon entreprise d'ingénierie à de nouveaux marchés. Nous avons continué à voyager, tant pour le travail que pour le plaisir, expérimentant différentes cultures et acquérant de nouvelles perspectives. Notre maison est devenue un centre pour les amis et la famille, un endroit où nous organisions des dîners, des fêtes et même des réunions professionnelles. L'un des tournants les plus inattendus de notre voyage s'est produit lorsque nous avons décidé de fonder une famille.
Nous nous étions toujours concentrés sur nos carrières, mais en vieillissant, nous nous sommes rendus compte que nous voulions partager nos vies avec des enfants. Ce n'était pas une décision facile, compte tenu de nos horaires chargés, mais nous étions déterminés à ce que cela fonctionne. Émilie et moi avons accueilli notre première fille, une petite fille nommée Lily, 1 an après notre mariage. L'expérience de devenir parents a été à la fois passionnante et terrifiante. Nous avons dû adapter nos vies et nos priorités, trouvant un nouvel équilibre entre travail et famille. Il y a eu des nuits blanches, des moments de doute et des défis que nous n'avions pas prévus. Mais voir Lily grandir et prospérer a fait que tout cela en valait la peine. Au fur et à mesure que notre famille grandissait, nos ambitions grandissaient aussi. Émilie et moi avons lancé une entreprise commune, combinant notre expérience en architecture et en ingénierie pour créer des projets durables et innovants. Notre entreprise s'est rapidement forgé une réputation d'excellence, attirant des clients de haut niveau et des projets stimulants. Nous étions plus occupés que jamais, mais nous aimions ce que nous faisions et nous aimions le faire ensemble. Je reviens avec une autre mise à jour, et celle-ci est assez intense. Après mon dernier post sur ma carrière et ma vie personnelle, les choses ont pris un tournant dramatique que je n'avais jamais vu venir. Tout a commencé il y a quelques mois lorsque mes parents sont apparus à ma porte sans prévenir. Je ne les avais pas vus depuis des années, et leur arrivée soudaine a été une surprise. Ma mère semblait anxieuse et mon père avait ce regard sévère familier sur son visage. Ils n'ont pas perdu de temps pour aller droit au but. Mon père a exigé que j'investisse tout l'argent que j'avais gagné dans l'entreprise familiale de Ferry et que je rentre à la maison pour travailler avec eux. Il a dit que l'entreprise était en difficulté et qu'ils avaient besoin de mon aide pour la sauver. J'étais sidérée. J'avais travaillé si dur pour construire ma carrière et ma vie ici, et maintenant on me demandait de tout jeter par-dessus bord. J'ai essayé d'expliquer que ma vie était ici maintenant, que j'avais des responsabilités et des engagements que je ne pouvais pas simplement abandonner. Mais mon père n'a pas voulu écouter. Il m'a accusé d'être égoïste et ingrat, de tourner le dos à ma famille alors qu'elle avait le plus besoin de moi. Pendant les semaines suivantes, mes parents sont restés en ville, me faisant pression tous les jours pour que je rentre à la maison. Ils sont apparus à mon bureau, m'ont appelé sans cesse et ont même essayé de manipuler Émilie pour qu'elle me convainque. Les tactiques de mon père sont devenues plus agressives. Il a commencé à apparaître à notre maison tard dans la nuit, frappant à la porte et exigeant de parler. Ce fut un cauchemar. Un soir, les choses ont pris une tournure violente. Mes parents sont venus à notre maison et mon père était plus agité que d'habitude. Il est entré soudainement, criant sur la façon dont je détruisais l'héritage familial. Quand j'ai refusé de céder, il a explosé. Il m'a attrapé par le cou et m'a poussé contre le mur. Ma mère a essayé d'intervenir, mais il l'a repoussé. Émilie était horrifiée et a appelé la police. La situation s'est rapidement intensifiée. Mon père a commencé à me frapper, criant que je n'étais pas son fils. Ma mère pleurait, le suppliant de s'arrêter, mais il était hors de contrôle. La police est arrivée juste à temps pour le séparer de moi. Il a été arrêté pour agression et ma mère est partie avec lui, le visage dévasté. Je suis restée avec un sentiment d'incrédulité et le corps meurtri. Je ne pouvais pas comprendre comment les choses avaient autant dégénéré. Émilie était sous le choc mais m'a soutenue. Elle m'a aidé à déposer une plainte pour interdiction de contact contre mon père et j'ai décidé de porter plainte. Ce fut l'une des décisions les plus difficiles que j'ai prises, mais je savais que je devais me protéger moi-même et ma famille. La procédure judiciaire a été épuisante. Mon père a engagé un avocat et a tenté de contester les accusations, alléguant que je l'avais provoqué. Ce fut une expérience désordonnée et douloureuse qui a rouvert de vieilles blessures et a encore plus tendu ma relation avec ma mère. Malgré les défis, je suis restée fort et concentrée sur l'affaire. Émilie a été mon roc tout au long du processus, me prodiguant un soutien et des encouragements indéfectibles. Finalement, le tribunal a déclaré mon père coupable d'agression. Il a été condamné à des travaux d'intérêt général et a reçu l'ordre de suivre des cours de gestion de la colère. Ma mère m'a contacté par la suite, me demandant pardon et essayant de réparer notre relation. Ce n'était pas facile, mais j'ai accepté de lui parler. Nous avons eu une longue et émouvante conversation sur tout ce qui s'était passé. Elle a admis qu'ils étaient désespérés et effrayés, mais elle a compris qu'ils avaient franchi une ligne.
Ma relation avec mon père reste tendue. Il ne m'a pas parlé depuis le procès et je ne sais pas si nous nous réconcilierons un jour. Mais je l'ai accepté. J'ai appris que parfois, il faut laisser tomber les relations toxiques, même si c'est avec la famille. Ma priorité est de protéger la vie que j'ai construite et les personnes que j'aime. Malgré tout cela, ma carrière a continué à prospérer. Émilie et moi avons étendu notre entreprise, entreprenant de nouveaux projets et recrutant des professionnels plus talentueux. Nous étions plus déterminés que jamais à réussir et à avoir un impact positif dans notre domaine. Malgré le drame familial, nous avons réussi à obtenir un contrat pour un projet innovant, un nouveau complexe résidentiel écologique à Singapour. C'est une entreprise massive, avec le potentiel de définir de nouvelles normes pour la vie durable. Émilie et moi avons mis notre cœur et notre âme dans le projet, travaillant en étroite collaboration avec une équipe de concepteurs et d'ingénieurs innovants pour créer quelque chose de vraiment spécial. Le projet a connu ses propres défis. Des obstacles réglementaires, des problèmes environnementaux inattendus et des cauchemars logistiques ont menacé de faire dérailler notre progression. Mais chaque fois que nous rencontrions un problème, Émilie et moi l'abordions de front, trouvant des solutions créatives et allant de l'avant. L'expérience nous a encore plus unis, renforçant notre lien tant sur le plan personnel que professionnel. Nos efforts ont porté leurs fruits. Le complexe résidentiel a été achevé dans les délais et dans les limites du budget, recevant des critiques enthousiastes du public et des experts de l'industrie. Ce fut un moment décisif dans nos carrières, qui a validé tout le travail acharné et les sacrifices que nous avions faits. Le projet a également fait l'objet d'une attention médiatique importante, nous positionnant comme des leaders en matière de conception et de construction durable. Au milieu de nos triomphes professionnels, Émilie et moi avons continué à construire notre famille. Nous avons accueilli notre deuxième enfant, un garçon nommé Max, 2 ans après la naissance de Lily. Trouver un équilibre entre les exigences de la parentalité et nos carrières a été un défi, mais nous y sommes arrivés. Notre maison était pleine d'amour, de rire et du chaos occasionnel qui accompagne l'éducation de jeunes enfants. Un événement particulièrement mémorable s'est produit lorsque Lily, à l'âge de 4 ans, a décidé qu'elle voulait aider à concevoir un bâtiment comme maman et papa. Elle a passé toute une après-midi à dessiner sa version d'un gratte-ciel, avec des licornes et des arcs-en-ciel. Nous avons encadré son dessin et l'avons accroché à notre bureau comme un rappel de l'importance de nourrir la créativité et l'imagination. Notre succès nous a également apporté des occasions de voyage et d'aventure. Nous avons été invités à prendre la parole lors de conférences dans le monde entier, partageant nos expériences et nos connaissances avec d'autres professionnels. Ces voyages nous ont permis d'explorer de nouvelles cultures, de goûter des cuisines exotiques et de nous faire des amis pour la vie. Nous avons même emmené Lily et Max lors de certains de nos voyages, les exposant aux merveilles du monde à un jeune âge. Malgré les nombreuses joies, la vie n'a pas été exempte d'obstacles. La tension de gérer une entreprise en croissance et d'élever une famille affectait parfois notre relation. Il y a eu des moments de tension et d'épuisement, où nous nous sommes demandé si nous n'en faisions pas trop. Mais à chaque fois, nous nous sommes rappelé l'amour et la passion qui nous avaient unis. Nous avons fait un effort conscient pour nous consacrer du temps l'un à l'autre, que ce soit un dîner tranquille à la maison ou une escapade de week-end pour recharger nos batteries. L'un des tournants les plus significatifs s'est produit lorsqu'une importante entreprise internationale nous a approchés, intéressés par l'acquisition de notre entreprise. L'offre était alléchante, promettant une sécurité financière et la possibilité d'entreprendre des projets encore plus importants. Émilie et moi avons passé d'innombrables soirées à discuter des avantages et des inconvénients, pesant soigneusement nos options. Finalement, nous avons décidé de franchir le pas. Vendre notre entreprise a été une expérience douce amère, mais cela nous a ouvert de nouvelles possibilités à tous les deux. Émilie a assumé un rôle de direction au sein de l'entreprise acquéreuse, tandis que j'ai poursuivi de nouvelles entreprises dans le développement urbain durable. Nous avons continué à collaborer sur des projets sélectionnés, mais la vente nous a permis de nous concentrer davantage sur notre famille et nos intérêts personnels. Notre décision s'est avérée être la bonne. La transition a apporté un sentiment d'équilibre et de satisfaction qui avait manqué pendant les années agitées de la direction de notre propre entreprise. Nous avons pu passer plus de temps de qualité avec Lily et Max, les regardant grandir et prospérer.
Nous avons également consacré plus de temps à nos passe-temps et à nos passions, de l'amour d'Émilie pour la peinture à mon intérêt pour la photographie. Un jour, une lettre inattendue est arrivée. Elle provenait de mon père. Dans celle-ci, il exprimait ses regrets quant à la façon dont il m'avait traité et reconnaissait le succès et le bonheur que j'avais réalisé à ma façon. Il s'est excusé pour la douleur qu'il avait causée et a demandé si nous pouvions essayer de reconstruire notre relation. C'était une lettre sincère, et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'espoir pour la réconciliation. Je ne savais pas trop comment répondre au début. Les blessures étaient encore fraîches et le souvenir de ces actes était difficile à oublier. Mais avec le soutien et les encouragements d'Émilie, j'ai décidé de lui donner une chance. Nous avons organisé une rencontre, et même si cela a été inconfortable et tendu au début, nous avons peu à peu commencé à trouver un terrain d'entente. Ce n'a pas été une solution instantanée, mais ce fut un début. Alors que j'écris ceci, je suis rempli d'un mélange d'émotions. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles, mais ils m'ont aussi montré la force et la résilience que je ne savais pas avoir. Je suis reconnaissant pour le soutien de ma femme et la vie que nous avons construite ensemble. L'avenir reste incertain, mais je suis prêt à affronter ce qui viendra. J'espère que vous allez tous bien. Après tout ce qui s'est passé, Émilie et moi avons profité d'une période de calme et de stabilité relative. Nos enfants, Lily et Max, grandissent si vite, et il a été incroyable de les voir découvrir le monde. La peinture d'Émilie a décollé et elle a même eu quelques expositions. Quant à moi, je me suis concentrée sur des projets plus petits et j'ai passé plus de temps en famille. J'avais le sentiment que nous avions enfin trouvé un équilibre parfait. Mais, comme il arrive souvent dans la vie, les choses ont pris un tournant que je n'avais jamais vu venir. C'était une soirée tranquille, 4 mois après cette période de tranquillité. Émilie et les enfants étaient sortis pour la soirée, rendant visite à leurs parents, et je profitais d'un moment de solitude, lisant un livre dans notre salon. Soudain, il y a eu un coup violent à la porte. Je n'attendais personne, et quand je l'ai ouverte, j'ai été surpris de voir mon frère, Marc, debout là. Marc semblait frénétique et négligé, un contraste frappant avec la silhouette sereine dont je me souvenais. Avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il s'est frayé un chemin de force, m'attrapant le bras d'une poigne de fer. « Nous devons parler » a-t-il dit, la voix tremblante d'urgence. Avant que je ne puisse répondre, Marc a sorti un morceau de corde et a commencé à m'attacher les mains. La panique m'a envahi alors que j'essayais de me débattre, mais il était plus fort et plus désespéré. « Marc! Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié, mais il n'a pas répondu. En quelques minutes, il m'a attaché et bâillonné, me traînant jusqu'à sa voiture. Il a ouvert le coffre et m'a jeté dedans, le refermant sur moi. Le trajet a semblé durer une éternité. Mon esprit s'emballait de peur et de confusion. Pourquoi Marc faisait-il cela? Qu'est-ce qui l'avait poussé à de tels extrêmes? Finalement, la voiture s'est arrêtée et le coffre s'est ouvert. Marc m'a brutalement sorti et j'ai vu que nous étions dans notre ancienne maison familiale. Mes parents n'étaient pas en vue et la maison semblait étrangement abandonnée. Marc m'a traîné à l'intérieur et m'a attaché à une chaise dans le salon. Il m'a retiré le bâillon et j'ai immédiatement exigé des réponses. Pourquoi, Marc? Pourquoi fais-tu cela? Il arpentait la pièce, les yeux exorbités. L'entreprise, Alex. Elle s'effondre. J'ai tout essayé, mais j'ai besoin de ton aide. Papa avait raison, on ne peut pas faire ça sans toi. Je ne vais pas revenir, Marc, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas me forcer à renoncer à ma vie. L'expression de Marc s'est tordue de colère. Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas? Juste parce que tu as réussi là-bas, dans la grande ville? Eh bien, tu ne le es pas. Tu le dois à la famille. Des heures se sont écoulées pendant qu'il continuait à déblatérer, et j'ai réalisé à quel point il était allé loin. Finalement, l'épuisement l'a vaincu et il s'est endormi sur le canapé. J'ai saisi l'occasion d'essayer de me libérer, mais les nœuds étaient trop serrés. Le matin est arrivé et avec lui un rayon d'espoir. La police avait été alertée de ma disparition, grâce à Émilie. Ils ont retrouvé la voiture de Marc jusqu'à notre ancienne maison et ont fait irruption par la porte. Marc a été arrêté et j'ai finalement été libéré.
Le soulagement a été énorme, mais je savais que ce n'était que le début d'une autre terrible expérience. Les procédures judiciaires ont été compliquées. Marc a été accusé d'enlèvement et d'agression. Les sales draps de notre famille ont été étalés devant les tribunaux et la tension sur nous tous a été immense. Mes parents étaient dévastés, incapables de comprendre comment les choses avaient pu en arriver là. Pendant le procès, des révélations choquantes ont été faites. Il s'est avéré que Marc avait caché le véritable état de l'entreprise de Ferry à tout le monde. Il avait accumulé une dette importante par le biais d'investissements imprudents et avait détourné de l'argent de l'entreprise pour couvrir ses traces. Son désespoir de sauver l'entreprise l'avait conduit à ce point de rupture. L'un des tournants les plus inattendus s'est produit lorsqu'Émilie a décidé de témoigner en ma faveur. Elle a raconté la nuit de l'enlèvement et a détaillé l'impact que cela a eu sur notre famille. Son témoignage a été puissant et émouvant, mettant en lumière ce que Marc avait fait et la peur que nous avions endurée. Le jury a déclaré Marc coupable et il a été condamné à plusieurs années de prison. Ce fut un résultat déchirant, mais nécessaire pour la justice et pour la sécurité de notre famille. Mes parents étaient anéantis et notre relation est devenue encore plus tendue. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les choses avaient pu si mal tourner entre leurs enfants. Alors que j'essayais de surmonter cette terrible expérience, la vie m'a lancé une autre balle courbe. Un soir, alors qu'Émilie et moi dînions, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un détective de ma ville natale, m'informant que mon père avait été hospitalisé après une grave crise cardiaque. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude et j'ai décidé de lui rendre visite. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ma mère était déjà là, ayant l'air plus âgée et plus fragile que je ne m'en souvenais. Elle m'a serré fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Il te demande, Alex », a-t-elle dit. Je suis entrée dans la chambre de mon père et le voir branché à des machines m'a ramené une avalanche de souvenirs. Il a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de regrets. « Je suis désolé, fils », a-t-il dit faiblement. Je n'ai jamais voulu que les choses soient comme ça. Nous avons eu une longue et émouvante conversation. Pour la première fois, mon père s'est confié sur ses peurs et ses échecs, admettant qu'il avait été trop dur avec moi et trop aveugle pour voir mon potentiel. Ce fut un moment de catharsis pour nous deux, et même si cela n'a pas effacé le passé, cela nous a aidés à commencer à guérir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé plus de temps avec mes parents, les aidant à gérer les conséquences des actes de Marc et de l'effondrement de l'entreprise. Émilie m'a incroyablement soutenue, intervenant pour gérer nos projets pendant mon absence. Nous avons décidé d'aider mes parents à vendre l'entreprise de Ferry et à déménager dans une propriété plus petite et plus facile à gérer. La vie a peu à peu recommencé à se stabiliser. La santé de mon père s'est améliorée et mes parents ont trouvé la paix dans leur nouveau foyer. La dynamique de notre famille a changé à jamais, mais nous essayons de trouver une nouvelle normalité. L'emprisonnement de Marc restait un lourd fardeau, mais nous lui rendions visite régulièrement, dans l'espoir de soutenir sa réhabilitation. Émilie et moi sommes retournés à notre vie en ville, plus déterminés que jamais à protéger la famille que nous avions construite. Les expériences nous avaient rapprochés et renforcé notre engagement mutuel et envers nos enfants. Nous avons continué à développer notre entreprise, en nous concentrant sur des projets ayant un impact positif sur les communautés et l'environnement. L'un des projets les plus gratifiants que nous ayons entrepris a été le développement d'une série d'écoles écologiques dans les zones défavorisées. Ce fut l'occasion de redonner et d'utiliser nos compétences pour le bien commun. Les écoles ont été conçues pour être autonomes, avec des panneaux solaires, des systèmes de collecte d'eau de pluie et des jardins communautaires. Voir les sourires sur les visages des enfants alors qu'ils exploraient leurs nouvelles écoles a été un rappel de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Alors que j'écris ceci, je suis remplie d'un mélange d'émotions. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles, mais ils m'ont aussi montré la force et la résilience que je ne savais pas avoir. Je suis reconnaissant pour le soutien de ma femme et la vie que nous avons construite ensemble. L'avenir reste incertain, mais je suis prêt à affronter ce qui viendra. Je vous donne la suite de la traduction, jusqu'à la fin du texte. Il est important de noter que le texte original est très long et comporte de nombreux détails. La traduction ci-dessous maintient le niveau de détail et le style du texte source. Continuons. Après tout ce qui s'est passé, Émilie et moi avons profité d'une période de calme et de stabilité relative.
Nos enfants, Lily et Max, grandissent si vite, et il a été incroyable de les voir découvrir le monde. La peinture d'Emily a décollé et elle a même eu quelques expositions. Quant à moi, je me suis concentrée sur des projets plus petits et j'ai passé plus de temps en famille. J'avais le sentiment que nous avions enfin trouvé un équilibre parfait. Mais, comme il arrive souvent dans la vie, les choses ont pris un tournant que je n'avais jamais vu venir. C'était une soirée tranquille, 4 mois après cette période de tranquillité. Emily et les enfants étaient sortis pour la soirée, rendant visite à leurs parents, et je profitais d'un moment de solitude, lisant un livre dans notre salon. Soudain, il y a eu un coup violent à la porte. Je n'attendais personne, et quand je l'ai ouverte, j'ai été surpris de voir mon frère, Marc, debout là. Marc semblait frénétique et négligé, un contraste frappant avec la silhouette sereine dont je me souvenais. Avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il s'est frayé un chemin de force, m'attrapant le bras d'une poigne de fer. « Nous devons parler » a-t-il dit, la voix tremblante d'urgence. Avant que je ne puisse répondre, Marc a sorti un morceau de corde et a commencé à m'attacher les mains. La panique m'a envahi alors que j'essayais de me débattre, mais il était plus fort et plus désespéré. « Marc! Qu'est-ce que tu fais » ai-je crié, mais il n'a pas répondu. En quelques minutes, il m'a attaché et bâillonné, me traînant jusqu'à sa voiture. Il a ouvert le coffre et m'a jeté dedans, le refermant sur moi. Le trajet a semblé durer une éternité. Mon esprit s'emballait de peur et de confusion. Pourquoi Marc faisait-il cela? Qu'est-ce qui l'avait poussé à de tels extrêmes? Finalement, la voiture s'est arrêtée et le coffre s'est ouvert. Marc m'a brutalement sorti et j'ai vu que nous étions dans notre ancienne maison familiale. Mes parents n'étaient pas en vue et la maison semblait étrangement abandonnée. Marc m'a traîné à l'intérieur et m'a attaché à une chaise dans le salon. Il m'a retiré le bâillon et j'ai immédiatement exigé des réponses. Pourquoi, Marc? Pourquoi fais-tu cela? Il arpentait la pièce, les yeux exorbités. L'entreprise, Alex. Elle s'effondre. J'ai tout essayé, mais j'ai besoin de ton aide. Papa avait raison, on ne peut pas faire ça sans toi. Je ne vais pas revenir, Marc, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas me forcer à renoncer à ma vie. L'expression de Marc s'est tordue de colère. Tu te crois meilleur que nous, n'est-ce pas? Juste parce que tu as réussi là-bas, dans la grande ville? Eh bien, tu ne le es pas. Tu le dois à la famille. Des heures se sont écoulées pendant qu'il continuait à déblatérer, et j'ai réalisé à quel point il était allé loin. Finalement, l'épuisement l'a vaincu et il s'est endormi sur le canapé. J'ai saisi l'occasion d'essayer de me libérer, mais les nœuds étaient trop serrés. Le matin est arrivé et avec lui un rayon d'espoir. La police avait été alertée de ma disparition, grâce à Emily. Ils ont retrouvé la voiture de Marc jusqu'à notre ancienne maison et ont fait irruption par la porte. Marc a été arrêté et j'ai finalement été libérée. Le soulagement a été énorme, mais je savais que ce n'était que le début d'une autre terrible expérience. Les procédures judiciaires ont été compliquées. Marc a été accusé d'enlèvement et d'agression. Les sales draps de notre famille ont été étalés devant les tribunaux et la tension sur nous tous a été immense. Mes parents étaient dévastés, incapables de comprendre comment les choses avaient pu en arriver là. Pendant le procès, des révélations choquantes ont été faites. Il s'est avéré que Marc avait caché le véritable état de l'entreprise de Ferry à tout le monde. Il avait accumulé une dette importante par le biais d'investissements imprudents et avait détourné de l'argent de l'entreprise pour couvrir ses traces. Son désespoir de sauver l'entreprise l'avait conduit à ce point de rupture. L'un des tournants les plus inattendus s'est produit lorsqu'Emily a décidé de témoigner en ma faveur. Elle a raconté la nuit de l'enlèvement et a détaillé l'impact que cela a eu sur notre famille. Son témoignage a été puissant et émouvant, mettant en lumière ce que Marc avait fait et la peur que nous avions endurée. Le jury a déclaré Marc coupable et il a été condamné à plusieurs années de prison. Ce fut un résultat déchirant, mais nécessaire pour la justice et pour la sécurité de notre famille. Mes parents étaient anéantis et notre relation est devenue encore plus tendue. Ils ne pouvaient pas comprendre comment les choses avaient pu si mal tourner entre leurs enfants. Alors que j'essayais de surmonter cette terrible expérience, la vie m'a lancé une autre balle courbe. Un soir, alors qu'Emily et moi dînions,
j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était un détective de ma ville natale, m'informant que mon père avait été hospitalisé après une grave crise cardiaque. Malgré tout, j'ai ressenti une pointe d'inquiétude et j'ai décidé de lui rendre visite. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ma mère était déjà là, ayant l'air plus âgée et plus fragile que je ne m'en souvenais. Elle m'a serré fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage. « Il te demande, Alex », a-t-elle dit. Je suis entrée dans la chambre de mon père et le voir branché à des machines m'a ramené une avalanche de souvenirs. Il a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de regrets. « Je suis désolé, fils », a-t-il dit faiblement. Je n'ai jamais voulu que les choses soient comme ça. Nous avons eu une longue et émouvante conversation. Pour la première fois, mon père s'est confié sur ses peurs et ses échecs, admettant qu'il avait été trop dur avec moi et trop aveugle pour voir mon potentiel. Ce fut un moment de catharsis pour nous deux, et même si cela n'a pas effacé le passé, cela nous a aidés à commencer à guérir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé plus de temps avec mes parents, les aidant à gérer les conséquences des actes de Marc et de l'effondrement de l'entreprise. Émilie m'a incroyablement soutenue, intervenant pour gérer nos projets pendant mon absence. Nous avons décidé d'aider mes parents à vendre l'entreprise de ferry et à déménager dans une propriété plus petite et plus facile à gérer. La vie a peu à peu recommencé à se stabiliser. La santé de mon père s'est améliorée et mes parents ont trouvé la paix dans leur nouveau foyer. La dynamique de notre famille a changé à jamais, mais nous essayons de trouver une nouvelle normalité. L'emprisonnement de Marc restait un lourd fardeau, mais nous lui rendions visite régulièrement, dans l'espoir de soutenir sa réhabilitation. Émilie et moi sommes retournés à notre vie en ville, plus déterminés que jamais à protéger la famille que nous avions construite. Les expériences nous avaient rapprochés et renforcé notre engagement mutuel et envers nos enfants. Nous avons continué à développer notre entreprise, en nous concentrant sur des projets ayant un impact positif sur les communautés et l'environnement. L'un des projets les plus gratifiants que nous ayons entrepris a été le développement d'une série d'écoles écologiques dans les zones défavorisées. Ce fut l'occasion de redonner et d'utiliser nos compétences pour le bien commun. Les écoles ont été conçues pour être autonomes, avec des panneaux solaires, des systèmes de collecte d'eau de pluie et des jardins communautaires. Voir les sourires sur les visages des enfants alors qu'ils exploraient leurs nouvelles écoles a été un rappel de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Alors que j'écris ceci, je suis remplie d'un mélange d'émotions. Ces derniers mois ont été incroyablement difficiles, mais ils m'ont aussi montré la force et la résilience que je ne savais pas avoir. Je suis reconnaissant pour le soutien de ma femme et la vie que nous avons construite ensemble. L'avenir reste incertain, mais je suis prêt à affronter ce qui viendra.